Je commencerai par faire remarquer que cette résolution ne concerne pas que le sujet de la défense, mais est bien heureusement plus structurelle. Je voudrais rappeler ensuite que lors du débat sur la loi organique mettant en œuvre le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance en 2012, nous regrettions déjà que la mesure du solde structurel retenue par Bruxelles ne préserve pas les investissements d'avenir assumés par les États. Ces investissements, en particulier dans le domaine de la transition écologique, ne sont pas une charge pour l'économie ou une dette inerte pesant sur nos enfants. Ces investissements sont au contraire les gages de la prospérité future, car ils ont pour but de préparer l'économie et l'industrie aux mutations qu'elles devront affronter demain. Une économie qui devra être à la fois sobre en énergie et riche en emplois, une économie inscrite dans le long terme et créatrice de bien-être pour le présent. En ce sens, nous avions défendu des amendements au projet de loi organique relatif à la programmation et à la gouvernance des finances publiques qui transposaient en droit français le TSCG. Ces amendements visaient à exclure du calcul du solde structurel les investissements liés aux objectifs stratégiques européens. Pour répondre à la crise écologique, des objectifs ambitieux avaient par exemple été définis en 2009 dans le paquet énergie-climat 2020. Ce plan, rappelons-le, était résumé par les 3 fois 20. 20% de baisse des émissions, 20% d'énergie renouvelable et 20% d'économie d'énergie au niveau européen. Ces objectifs étant déclinés de manière différenciée dans chacun des pays membres. Nous avons à plusieurs reprises souligné que, sans investissement, ce plan risquait de rester lettre morte. Pour ce qui est de la France, les faits nous ont hélas donné raison, puisque faute d'investissement, les énergies renouvelables ne représentent encore que 14% de la consommation finale d'énergie en 2013. Si l'on peut se réjouir du rebond des raccordements des installations éoliennes et photovoltaïques constatés au premier trimestre, rebond essentiellement dû aux simplifications réglementaires opérées, cela ne semble aujourd'hui pas suffisant pour atteindre l'objectif de 23% d'énergie renouvelable en France d'ici à 2020. Un objectif que nous nous sommes pourtant nous-mêmes fixés dans ce paquet énergie-climat 2020. Depuis, un nouvel accord est intervenu. Adopté le 24 octobre 2014, il définit un nouveau cadre d'action en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030 et complète les 3 objectifs de l'Union européenne en allant encore plus loin. Les États européens se sont en effet donné l'objectif contraignant d'une diminution d'au moins 40% des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 par rapport à 1990. Ils se sont également donné pour ambition de porter à 27% du mix énergétique la part des énergies renouvelables et d'atteindre 27% d'économie d'énergie. Pour atteindre ces objectifs 2020 et 2030, mais aussi plus généralement pour assurer la mutation de notre modèle économique, une amplification des investissements est donc évidemment plus que jamais nécessaire. 3 ans après le TSCG, un tournant s'amorce en Europe. Reconnaissant l'importance des investissements publics et privés pour tracer un chemin de sortie de crise. C'est l'objet du plan Juncker et c'est également l'ouverture amorcée par la communication de la Commission européenne du 13 janvier dernier, introduisant une flexibilité dans l'interprétation des objectifs du TSCG, flexibilité pertinente sur le plan macroéconomique. L'impact négatif des compressions budgétaires sur l'emploi, sur l'activité et particulièrement sur l'investissement est ainsi en partie reconnu. Les constats sont en effet malheureusement là. L'investissement a chuté d'1/4 en Europe depuis la crise financière de 2008 et le chômage atteint 11% dans la zone euro. Notre objectif commun au travers de cette résolution est de répondre à ces enjeux majeurs. La consolidation d'une reprise aujourd'hui très fragile, assise essentiellement sur des éléments extérieurs favorables que sont la chute du prix du baril ou la parité euro-dollar, doit nécessairement s'appuyer sur une relance de l'investissement. Or, si le plan Juncker constitue effectivement un tournant dans la politique européenne, force est de constater qu'il n'est pas à la hauteur des enjeux, puisqu'il ne s'agit que d'un mécanisme de garantie de 8 milliards d'euros sur 3 ans et qu'une grande partie des fonds seront prélevés dans d'autres programmes d'investissements européens. D'où l'importance pour les États d'amplifier ce mouvement d'investissement lancé au niveau européen. Cette résolution va dans ce sens, puisqu'elle propose de sortir certains investissements du calcul du déficit public national et donc de la limite des 3%. Elle participe à un mouvement européen en faveur des investissements et s'inscrit dans la droite ligne, comme je l'indiquais précédemment,
de la communication de la Commission européenne du 13 janvier 2015 visant à utiliser au mieux la flexibilité offerte par les règles existantes du pacte de stabilité et de croissance. La résolution ne vise donc pas à remettre en cause ce pacte, mais à préciser et à approfondir les possibilités d'assouplissement ouvertes par la communication de la Commission. Elle prend aussi en compte le caractère spécifique et pluriannuel des dépenses d'investissement qui ne peuvent être assimilées aux dépenses de fonctionnement. Faut-il rappeler que la séparation des dépenses de fonctionnement et d'investissement est bien évidemment la règle en comptabilité d'entreprise. Nous soutenons donc cette résolution non seulement dans son principe, mais également dans son périmètre, suite aux travaux des différentes commissions et en particulier de la Commission des affaires européennes. Le travail en commission a permis de mieux cerner les objectifs et les critères d'exclusion de certaines dépenses du plafond des 3% de déficit. Si certaines dépenses doivent être exclues de l'encadrement budgétaire national, c'est qu'étant d'intérêt européen, elles doivent logiquement être assumées collectivement. En ce sens, les commissions ont redéfini ces dépenses selon deux axes qui sont, à nos yeux, deux avancées majeures. D'une part, en limitant l'exclusion du calcul du déficit des dépenses liées à la défense aux seules opérations extérieures bénéficiant à l'ensemble des États européens. En effet, en l'absence de politique européenne de défense, que nous appelons de nos vœux, les interventions françaises en exécution des décisions de l'ONU bénéficient à l'ensemble des États européens. Il est donc logique que, d'une manière ou d'une autre, notre pays n'en assume pas seul la charge. Bien sûr, il serait encore plus efficace qu'une politique européenne de défense soit mise en place. Mais en son absence, une telle mesure va dans le bon sens. En vertu de cette logique, les dépenses en matière de dissuasion nucléaire ne peuvent, à l'inverse, être exclues du calcul du déficit, puisqu'elles relèvent d'un choix national et n'ont donc pas à faire partie de ces dépenses assumées par tous les États européens. D'autre part, le passage en commission a permis de préciser la demande concernant les investissements autres que militaires. Seraient ainsi concernées les dépenses nationales consacrées à des projets cofinancés par l'Union européenne, en particulier par le Fonds européen pour les investissements stratégiques, support du plan Juncker. Et ce, quelle que soit la situation de l'économie et des finances publiques de l'État membre engageant de telles dépenses. Nous soutenons une telle proposition qui renforcerait la construction européenne. Pour nous, elle s'inscrit dans la logique de partage au niveau européen d'investissements qui sont d'intérêt communautaire. Bien entendu, tous les investissements n'ont pas vocation à être exclus de la limite des 3%, et des critères sont donc nécessaires. Le critère d'un cofinancement par l'Union européenne est un premier point d'appui incontournable, puisqu'il démontre de fait le caractère d'intérêt supranational des investissements visés. Il nous paraît cependant un peu restrictif, et c'est en ce sens que nous défendrons des amendements pour exclure plus largement les investissements qui contribuent aux objectifs fixés par l'Union, tels que la diminution des émissions de gaz à effet de serre ou l'amélioration du taux d'emploi. En tout état de cause, les écologistes saluent cette résolution et les améliorations apportées à ce texte lors des travaux en commission. Il ne s'agit en effet pas uniquement ici de desserrer la contrainte des 3% pour libérer l'investissement au niveau européen, mais bien d'une part de réintroduire un raisonnement macroéconomique dans les règles budgétaires et d'autre part de faire en sorte que la régulation budgétaire ne constitue pas un obstacle à la poursuite et à l'approfondissement des objectifs européens. Les écologistes soutiendront donc cette résolution et espèrent qu'elle contribuera à une réorientation progressive de la politique budgétaire européenne.